Bonjour à toute l'Afrique, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les panafricains. Je voudrais dire ici à cette grande chanteuse camerounaise que je ne connais pas, mais je joue cette chanson pour Franklin Nyamsi, pour lui dire il parle beaucoup. Mais celui qui est intelligent, qui l'écoute, il parle, mais il ne dit rien de concret. Et je vais dire aux Africains de ne pas tomber dans les oreilles de ces gens-là, dans les propos flatteurs, dans des phrases mielleuses de ces gens de personnes. Et je m'explique. Si je parle de Franklin Nyamsi, ce n'est pas par jalousie. Parce que dans notre politique africaine, il y a trop de jalousie. Et je suis loin d'être ça. Je préfère qu'il y a l'Afrique qui adhère à notre combat qui est le panafricanisme. Mais sont-ils vraiment des panafricains ceux-là? Non. Non. Et je m'explique. Franklin Nyamsi a soutenu tous les dictateurs de l'Afrique de l'Ouest. Il a soutenu Ibeka. Il a soutenu Roch Kaboré. Il a soutenu Blaise Compaoré. Et il a soutenu, je dirais, presque tous ceux qui sont partis sur le pouvoir malien. Celui qu'il a refusé de soutenir au départ, c'est le général Assimi Goïta. Lorsque le général Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, la première personne qui a attaqué Assimi Goïta, c'était Franklin Nyamsi. Dans l'intérêt de qui? De Ibeka. Mais posez-moi la question ou posez-lui la question. Comment ça fait-il que le lendemain, il devient un militant déterminé d'Assimi Goïta? Comment se fait-il? Celui qui condamnait Ibrahim. Et du jour au lendemain, le capitaine Ibrahim, il devient celui qui parle de lui. Qu'est-ce qu'il a eu hier pour attaquer ces gens-là et qu'est-ce qu'il voit après pour les soutenir? Il n'est pas panafricain. Ce sont des gens qui sont nés dans un système politique que nous autres, les vrais panafricains, on appelle les aliénés. Ce sont des personnes qui sont aliénées. Ce sont des personnes qui sont allées à l'école. On les a dit des choses. Ils ont répété, ils ont répété, ils ont répété, ils ont répété. Ils ne réfléchissent pas de eux-mêmes. Et ce qu'ils ont réfléchi, ce qu'ils ont répété, ils ont fini par croire. Et que c'est ça la réalité. Et que rien d'autre ne peut venir de quelque part que ce qu'ils ont appris. Ils ne sont pas intellectuels. Je ne sais pas dans quelle langue il faut qu'on vous explique. Un intellectuel, il réfléchit de lui-même. Il sait analyser. Il sait comprendre. Et il se bat. Et ces intellectuels, les façons de réfléchir et de trouver des solutions. Dans une sens de la liberté, ou si vous voulez, de comprendre et de conduire toute personne qui n'a pas compris le sujet ou le fait, n'a rien à voir avec un médecin. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé à l'école, il est médecin qu'il est intellectuel. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé à l'école et qu'il est professeur à l'université qu'il est intellectuel. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé à l'école et qu'il est juriste qu'il est intellectuel. Quand tu fais des études de médecine, tu deviens médecin. C'est ton métier, c'est tout. J'ai fait plusieurs vidéos ici pour parler de ça. Quand on va à l'école et qu'on devient juriste, c'est parce que on a fait le droit. C'est tout. Tu as le même niveau qu'un menuisier. Tu as le même niveau que Kassom. Tu as le même niveau qu'un maçon. Parce qu'on peut aller à l'école, ici en Europe, et avoir son doctorat concernant le bâtiment. Ce n'est pas celui qui est architecte qui est seulement intellectuel. Ce n'est pas ça l'intellectuel. Mais ces gens-là, ce sont des enseignants. Vous comprenez? Et lorsqu'ils aiment bavarder, c'est leur métier. Donc quand il sort et qu'il vient, nous les intellectuels, il est intellectuel comment? Voici quelqu'un, moi j'ai des vidéos de lui, où il fait les éloges, les atalakou de Paul Biya. Aujourd'hui, il dit que nous,
Aujourd'hui, il fuit Paul Biya. Quelqu'un qui a fait Atalakou de Paul Biya. C'est quelqu'un qui dit Paul Biya est trop intelligent. Ils disent de tout. Et je connais beaucoup de Camerounais comme ça. Les panafricanismes là. Non, ça ne touche pas Paul Biya. Selon eux, Paul Biya, c'est un panafricain. J'ai même vu un qui a dit ici, Paul Biya, c'est Ibrahim Traoré. Paul Biya, c'est Assimi Goïta. C'est Tiani. À un moment donné, il faut que les Africains se réveillent un peu. Franklin Nyamsi, je dis ça pourquoi? Parce que quand je l'ai vu ici s'adresser à Simon Gbagbo, ça m'a fait très mal. Je vous dis la vérité. Pourquoi? C'est les Franklin Nyamsi, à la base, qui sont allés faire un film. Il fait partie, hein. Pour ce film, d'ailleurs ce film-là, ils ont fait ça pour Ouattara. Comment Ouattara a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Et comment Ouattara a écrasé son adversaire. Donc le film a été fait avant que les élections soient organisées en Côte d'Ivoire. Et ce film-là, quand les élections sont passées, ils ont passé ça dans toutes les chaînes de télévision dans le monde pour dire que Ouattara a gagné les élections. Donc Franklin Nyamsi fait partie de ceux qui ont créé tous ces problèmes en Côte d'Ivoire. C'est un acteur. C'est pas quelqu'un qui a assisté. C'est pas quelqu'un qui était impliqué par hasard. C'est un acteur. Vous comprenez ça? Faut pas penser que ce qu'il fait. Et puis, il montre trop ce type. Nous, on marchait ici. On s'est bagarré dans la rue avec la police française. Quand le président Laurent Gbagbo et Charles Goudé étaient en prison. Quand nous voyageons, nous y étions interpellés. Moi, j'ai vu des problèmes en Italie. Et j'ai vu des problèmes en France, avec la police aussi. J'ai des amis ici, ce sont eux-mêmes qui sont venus. Ils ont contribué à ce problème-là. Mais je vais vous dire, nous, on n'a jamais fait la propagande. Ah, la police française, Macron a envoyé quelqu'un pour m'arrêter. Lui, chaque voyage, il va en Italie. C'est Macron qui envoie des gens à l'aéroport. Lui, il va à... Comment je peux vous dire ça? En Angleterre, Macron envoie des gens pour l'arrêter. Ça dit partout où il va là, quand la police l'interpelle, ou la police demande des documents, ou la police essaie de... Je ne sais pas. Tout, quand lui vient s'asseoir, Macron le traque. Frère, si Macron veut te traquer, il va te traquer. Il n'a pas besoin de toi parce qu'il sait qu'il n'a pas un vrai panafricain. C'est Kassoum qui le dit. Ils nous connaissent tous. Si Macron veut te traquer, il va te traquer. Il a traqué Nathalie Yam. C'est pas quelqu'un, c'est pas un jet. Il a traqué Kémy Seba qui est né à Paris, qui est né en France, qui a grandi en France. Il a traqué. Toi, il n'y a pas un avocat en France qui peut intervenir pour te libérer s'ils veulent vraiment te traquer. Parce que tu vas contre les intérêts. Et on ne va pas contre l'intérêt des pays. Si aujourd'hui on parle, aujourd'hui où nous parlons, si Sarkozy qui était président de la République de la France a fait la prison, c'est parce qu'il est parti contre les intérêts de la France. Donc toi, si tu étais vraiment contre les intérêts de la France, il faut te traquer. Tu n'as pas un panafricain. Mais tu n'as pas celui qui devrait parler de Simone Gbagbo. Parce que c'est vous qui êtes les rebelles. Tu étais conseiller de Soro. Vous, aujourd'hui, là, vous parlez pour Gbagbo parce que la France n'a pas... La France ne suit plus Soro. Ils l'ont lâché. Si aujourd'hui Soro se retrouve avec les Burkinabés, vous devenez Burkinabé. Si aujourd'hui Soro se retrouve avec les Gadis, vous devenez des Gadis. Si aujourd'hui Soro devient il devient panafricain, vous devenez des panafricains. Vous n'avez pas des idées politiques dans lesquelles vous êtes plongés. Vous êtes des barabons politiques. Vous n'avez pas de vision. Nous, on est panafricains depuis 1995. Que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, on est dans la même lignée. Nous, ne changez pas. Mais vous, là, vous suivez quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, Soro est protégé par l'AS. Vous suivez la politique de l'AS. Sinon, ceux que vous suivez là, ce sont eux qui ont fait tomber ceux
qui étaient vos amis, Ibeka, Roch Kabouré, Blaise Compaoré. Même Soro a voulu faire un coup d'État au Burkina Faso pour remettre les hommes de Blaise Compaoré au pouvoir. Les cassettes là, ça s'est passé ici, dans la communication, avec les autres. Toute l'Afrique a écouté. Vous là, vous êtes des panafricains. À un moment donné, il faut que le peuple africain fasse très attention. C'est pas parce que quelqu'un sait parler qu'il incarne un combat. Donc, Frère Miamsi, cette musique c'est pour toi. Plus jamais vous allez parler de cette femme-là. Plus jamais. Et je veux dire, il y a un qui est aux États-Unis, lui s'appelle... comment il s'appelle là même? À un moment donné, si lui, il insultait Gbagbo dans tous les sens. Keïta. Toi, Keïta. Dans ces derniers jours-là, j'ai vu que tes rideaux bidons, là, tu les as changés maintenant. On dirait maintenant que tu... Hein? Le Facebook commence à... Tu as des rideaux bizarres, là. Tu étais derrière, tu insultais Gbagbo ici. Tu avais des propos sur Gbagbo, pas possible. Ici. Et tu étais l'Ivoirien. Et Gbagbo, qui n'aime pas les étrangers, qui est contre les étrangers. Gbagbo, qui n'aime pas les Doula et les nordistes. Et à l'époque, tu étais nordiste. Aujourd'hui, là, tu revendiques d'être malien. C'est vous qui avez détruit la Côte d'Ivoire. Et un menteur, lui, il vient s'arrêter. Moi, quand j'enseignais, je disais des choses. Et les gens venaient de oh, quelle pédagogie. Voici des gens qui sont de nulle part et ils sont en train de vous aboutir et vous êtes dedans. Lui, il est enseignant. Et il enseignait en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui viennent assister ce qu'il lui enseigne à ses lèvres. Lui là. Mais vous là, vous réfléchissez comment? Ça sont déjà à écouter ça. Des bêtises pareilles. Quelqu'un qui insultait Gbagbo ici, tout le matin, Gbagbo est xénophobe. Aujourd'hui, président Gbagbo, il n'est plus xénophobe. Il n'est plus contre Doula. À Gbagbo là, il aime la sous-région. Mais c'est que vous n'avez pas une vision. Quelle est cette politique? Vous avez soulevé des armes, vous avez tué, vous avez égorgé, vous avez fait tout le mal. Parce que Gbagbo est mauvais. Pour le même Gbagbo, pour lequel vous avez tué les gens parce qu'il est mauvais, vous revenez à adhérer à sa politique. Vous êtes la honte de la politique. Si notre génération doit sur ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Des gens qui ont dit à l'ambassade de la France, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ambassadeur de la France. Donnez-nous des bombes. Nous allons mettre ça dans une voiture. Le passage de Gbagbo là, on va l'exploser, il va mourir. Soro l'a dit. Et c'est l'ambassadeur de la France qui témoigne ça, publiquement, devant la presse. Et ceux-là, aujourd'hui, ils parlent au nom de Gbagbo. Aujourd'hui, ils parlent au nom de Gbagbo. Et vous nous traitez de traîtres. Et vous dites de nous, nous sommes des traîtres. Mais à un moment donné, vous là, vous devrez réfléchir. Ceux-là, ils ont voulu la mort de Gbagbo. La question qui se pose, pourquoi ils sont amoureux de Gbagbo aujourd'hui? Pourquoi hier, ils ont voulu sa mort? Et pourquoi aujourd'hui, ils parlent de lui? Et c'est les mêmes personnes qui vont venir parler de Simon Gbagbo. Simon Gbagbo a un parti politique. Ils savent le défendre bien. Mais nous, les panafricains, nous ne pouvons pas l'accepter. Je vis un jeune ici. Je ne le connais pas. Et lorsque nous étions dans cette lutte où on s'est bagarré avec la police française, où nous se sommes traqués en Europe ici, on n'a pas vu ces gens. Moi, j'ai l'impression que quand Gbagbo a des difficultés, il y a des gens qui viennent pour se battre. Et quand il est libre, il y a d'autres qui viennent. Et c'est ce que nous avons constaté en fait. Aujourd'hui, vous nous avez dit, votre mission est finie. Quittez-la, partez. On n'a plus besoin de vous. Et nous sommes partis. Et on vous l'a confié, Gbagbo. Voilà ce que vous avez fait de lui. Quelqu'un nous avons fait le plus grand du monde, vous l'avez fait rendre, vous l'avez mis dans la poubelle et vous l'avez fermé. Vous êtes des nuls, des opportunistes, des vauriens. Et ce garçon-là, je l'ai vu ici, je ne sais pas d'où il vient, un gamin, il dit que Simon Gbagbo, il explique une histoire, lui il y a un soldat qui lui a dit, il est rentré à la présidence, ceci et cela. Mais moi je veux vous dire quelque chose. Tout ce que vous dites ici, c'est arrivé à Simon Gbagbo. En quoi c'est elle le coupable?
Si quelqu'un vient me faire quelque chose, contre ma propre volonté, en quoi ça doit être moi le fautif? Pourquoi? Mais je veux dire, ici, nous avons tous des mamans. Tous. Tous. Moi, ma mère, là, c'est mon Dieu. La mienne, là, c'est un fétiche pour moi. Et tous ceux qui me connaissent le savent. Tu parles de ma mère, je ne te tolère pas. Parce que c'est le cadeau, le merveille, le seul. C'est quelque chose, Dieu m'a offert ça. Et ça, je ne trouverai nulle part d'autre. Donc, je ne permets pas à des enfants mal éduqués, des enfants abrutis, des enfants qui ne sont pas éduqués, des enfants qui sont nés peut-être sans père, sans mère, qui sont éduqués malhonnêtement, qui ne savent pas qu'une maman, ça se protège. Ceux qui sont venus parler de Simon Gbagbo, ils sont égaux à ça. Ces personnes qui disent qu'ils défendent Gbagbo Laurent, vous pouvez défendre Gbagbo Laurent et détraiter cette femme comme vous l'avez fait. Moi, je lave ma main dans ça. Madame, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Je n'ai jamais parlé mal de vous. Parce que vous êtes une femme. Vous avez subi ce que aucun. Vous êtes deux femmes en Afrique. Il y a vous et la femme de Patrick Lumumba. Et depuis que cela est arrivé au Congo, le Congo n'est plus rien jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous avez vécu, maltraité par des voyous, des délinquants et des petits salauds, moi je vous dis, madame, je n'ai rien à voir avec. Et je n'ai jamais soutenu cela à la Côte d'Ivoire. Que le péché tombe sur eux, les généalogies, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Parce que eux aussi, ils ont des mères. Qui d'entre nous ici accepterait que quelqu'un frappe sa maman? Alors, si dans ce pays, la Côte d'Ivoire, il y a des salopards qui continuent de tenir ce propos, à ton égard, je n'ai rien à voir avec. Que tu te maries avec Gbagbo ou pas, ça n'est pas mon problème. Mais je n'accepterai pas que des gens qui humilient parce que vous êtes une mère. Je n'accepterai pas que quelqu'un vous manque de respect parce que je n'accepterai pas. Pourquoi? Parce que si c'était ma mère, je ne vais pas l'accepter. Il y a une dame qui m'a appelé ici une fois ici. Ah, Kassoumata. Il ne faut pas parler comme ça. Laissez-les là-bas. Simon Gbagbo la quitte dans son affaire. Il est en bon. Et quand j'ai fouillé, ce qu'elle m'a expliqué, jusqu'à présent, j'ai refusé de parler à cette femme. Moi, je ne suis pas ici pour faire parler de rivalité des gens. Je connais Simon Gbagbo en tant que femme politique, qui est le moteur politique de Gbagbo Laurent. Depuis qu'elle est venue avec Gbagbo là, il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Donc moi, je ne peux pas cautionner ça. Madame, je n'ai rien à voir avec ça. Cette jeunesse ivoirienne n'a rien à voir avec. Il y a des jeunes conscients, intelligents, qui connaissent ce qui s'est passé et qui savent que vous êtes une femme qui se bat pour l'intérêt de notre peuple. Pas pour vous, ni pour vos enfants, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne sont pas prêts à vous manquer de respect. Mais il y a ceux qui sont inconscients qui vous ont traité de tout le nom. Aujourd'hui, la vérité commence à sortir. Je n'ai rien à voir avec. Que vous, ce qui viendra comme malédiction pour frapper ceux qui t'ont touché, pour toucher ceux qui t'ont frappé, que ça tombe sur les propres enfants, les petits-enfants eux-mêmes, et que chaque Ivoirien qui n'est pas impliqué dans ça, que ça ne lui touche pas. Nous n'allons pas vivre ce que le Congo vit jusqu'aujourd'hui. Fini de le dire, c'est pour dire à tous ces terroristes qui veulent le pouvoir par la force, qui ont impliqué notre pays dans une situation que nous vivons et nous ne sommes pas sortis de là, et qui ont permis de parler de Simon Gbagbo, que vous là, vous n'aurez jamais le pouvoir. On regarde. Je l'avais dit très tôt, Soro n'aura pas le pouvoir. De toute façon, si aujourd'hui, ce n'est pas au nom de Gbagbo Laurent qui va parler de vous. Rassi n'existait pas. Votre GPS n'existait nulle part. C'est sur Facebook que vous êtes en train de parler de vous dans aucune organisation. Vous n'êtes rien. Il y a des politiques qu'on ne fait pas dans la vie. Il y a des actes, il ne faut pas poser ça. Ça va te rattraper. Vous pouvez haïr tout le monde. Vous pouvez détester tout le monde. Vous pouvez combattre tout le monde. Mais il ne viendra rien.
La même façon qu'on parlait pour Gbagbo, il ne nous a pas écouté. C'est comme ça, vous allez être confronté à la réalité un jour. Il ne viendra pas. Parce qu'il y a des choses, il ne faudrait pas que ça te trouve dedans. Mon père m'a dit, on peut tout accuser, mais il ne faudrait pas que ce qu'on dit de toi soit vrai. Et ça qui fait ma force. Sinon, je suis le seul ici qui a le nom le plus gâté, insulté. Il y a des gens même qui ont peur de s'afficher avec moi en public. Tellement que les gens, on me salit. Mais on peut dire tout de moi, mais qu'on ne me trouve pas dans ce qu'on dit. Vous le Soroiste, vous parlez pour qui? Pour Soro. Pour faire quoi? Pour venir où? Pour venir faire quoi? Soro, on lui a confié. La FESI, on a vu les résultats. Soro, on lui a confié des élections en Côte d'Ivoire. C'est ça qui a plongé la guerre. Le pays dans la guerre. Je vous fais les résultats politiques. C'est-à-dire son bilan politique. Les résultats de sa politique en tant qu'un homme politique. Celui dont vous pensez qu'il peut nous gérer là. Je parle de lui. On sait comment il a géré FESI. Et moi, je ne suis pas de FESI. J'ai existé des temps de Messi. Même si je ne suis pas de Messi. On sait comment FESI est né. Ceux-là, on les connaît tous. Ce sont les jeunes, on les connaît tous. D'ailleurs, moi, mon troisième petit frère fait des études avec tous. C'est tellement efficace, ça. Eux, c'est les groupes. Mais je vais vous dire, on vous connaît tous. Toi, Soro, les actes que tu as posés là, on connaît. Ça me fait mal parce que tu es xénophobe de te parler comme ça. Je ne veux même pas. Mais il y a des gens aujourd'hui, c'est moi qui ai parlé de toi. C'est moi qui ai voulu que Ouattara ne te tue pas. J'ai payé les prix humiliés de Gbagbo. Ils m'ont insulté. Il y en a, je ne parle pas avec eux jusqu'à aujourd'hui à cause de toi. Mais moi, vous allez venir vous arrêter ici pour parler mal de Simon. Vous êtes des malades en fait. Vous avez détruit le pays. Vous avez combattu, massacré des gens et prendre le pouvoir pour remettre quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Aujourd'hui, il vous poursuit. Et ceux que vous avez combattu là, ceux-là, vous allez insulter, vous êtes des fous ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Frère Miamsi va parler un peu de Cameroun. Toi, tu n'as pas de pays. Tu as un territoire. Pas route. Toutes les villes, aucune n'est urbanisée. Toi, tu vas venir parler de la Côte d'Ivoire. Laisse l'Afrique de l'Ouest un peu. Retourne chez toi. Il y a trop de problèmes là-bas. Pas de chez toi. Tu vas parler de Simon Gbagbo. Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es que du fait de faux. Du faux. Du faux. Comment vous pouvez faire un film pour dire au monde entier, Ouattara a gagné les élections. Le film était fait. Les élections ne sont pas encore organisées. Voici des gens qui ont détruit notre peuple. Et ils ne sont même pas censés de comprendre que ce sont eux le problème. Vous voulez parler. C'est fini. Il ne parle plus de cette femme-là. Plus jamais. Plus jamais. Toi, tu es assis aux États-Unis, là-bas, et tes rideaux, on dirait vendre du Yamakoudi. Toi, tu t'arrêtes. Oui, moi, quand j'enseigne, les gens venaient m'asseoir. Qu'est-ce que tu enseignes de la politique? Vous ne savez rien du tout. Votre premier acte politique, c'était des fusils dans vos mains tirés sur les gens. En Côte d'Ivoire, c'est vos premiers actes. La politique. On dit, les voilà en action politique. C'était tué. Et c'est vous allez parler de Simon Gbagbo. Vous connaissez son parcours? Vous savez d'où il vient? Elle vient, cette femme-là. Et c'est vous comme ça, là. Demain, je suis ivoirien. Après, demain, je suis guinéen. Tout ça, là, va me faire ça. Fini de parler de ces gens-là. Nous allons parler maintenant des PPACI. Les papaciens. Ok. Je n'ai rien contre Stéphane Kipré. Je n'ai rien contre Stéphane Kipré parce que c'est un jeune Ivoirien qui a des ambitions politiques, mais je veux quand même qu'il soit honnête. C'est tout ce que je leur demande. L'honnêteté. Et tous ceux qui sont dans le même cas que lui, au PPACI. Je vais dire aux Ivoiriens de faire très attention. Quand nous disons que le président Laurent Gbagbo, il est entouré des opportunistes et que la politique dans laquelle sont ces gens-là, c'est dangereux pour l'avenir de notre pays. Les gens pensaient que nous sommes contre le président Laurent Gbagbo. Il y en avait qui disaient de nous, comment ça va ma chérie Mataba, il y a longtemps. Hein? Il y en avait qui étaient parmi nous qui pensaient que nous sommes des jaloux.
Et d'autres pensaient que nous sommes des traîtres. Tout récemment, j'ai un ami. Thierry, Thierry, tu es où? Il faut que tu viennes. Ah, il paraît que toi, on t'a donné l'argent, Ouattara t'a acheté. Ah bon? Si moi, je voulais être acheté il y a longtemps, c'est pas maintenant. Maintenant, là, ils n'ont plus besoin de moi. C'était au moment qu'ils avaient besoin de moi. Oui. Non. Non. Je suis simplement un panafricain. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. En fait, Stéphane Kipré, je ne le connais pas. C'est un grand frère, je n'aime pas dire le nom de gens, qui m'a appelé et qui m'a présenté à Stéphane Kipré. Et il avait voulu que je travaille avec Stéphane Kipré. J'ai dit, le grand frère, il était assis, Stéphane Kipré était là. J'ai dit, moi jamais. Je lui ai dit ça en face, que jamais je travaille avec lui. Il m'a regardé comme ça, il dit non. Jamais je travaille avec lui là. Le grand frère, il était choqué. J'ai dit, oui, je ne vais pas. Après, le grand frère m'a dit, mais quand on s'est dit, j'ai dit, mais Kassoum, tu as été trop sec. Même si tu ne veux pas, c'est pas comme ça, il faut prendre. J'ai dit, vieux. J'ai dit, je ne vais pas. Je ne travaille pas avec ces gens de personnes. Et je vais l'expliquer. Quand le président Laurent Gbagbo est tombé, il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans la lutte. Et nous autres, nous sommes arrivés. Et les gens pensaient que nous sommes des parvenus. Et il y a des leaders ici que je ne vais pas parler d'aujourd'hui, mais qui pensaient que nous sommes parvenus, nous sommes des gens, on ne savait rien, on ne connaissait rien. Parce que c'est la première fois qu'ils nous voient comme ça. Donc, nous sommes des parvenus et on peut manipuler, faire ce qu'ils veulent. Mais il y avait des personnes qui me connaissent comme les grands frères Titulo à Bruxelles et les grands frères Tapet Grourbeda. Ça sont les gens qui me connaissaient il y a longtemps, ça. Ils savent que je suis panafricain. Le grand frère Titulo lui-même, vieux, il faut oublier. Il faut oublier. Un jour, il a eu trop de problèmes. Les gars, il a eu trop de problèmes avec moi. Parce que dans la lutte dans laquelle nous étions, moi, c'est pas pour jouer. C'est pas un jeu. Il fallait pas jouer avec. Moi, je joue pas avec. Je jouais pas avec. J'ai mis de l'argent, beaucoup d'argent dedans. J'ai été divorcé pour ça. J'ai cassé des voitures pour ça. J'ai failli perdre mon travail pour ça. J'étais obligé de passer par la justice. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai été convoqué à la justice. Parce que tout simplement, j'étais à l'université pour perturber la conférence des juges à la CPI. Et j'étais chez elle pour mettre des papiers dans sa boîte à lettres à minuit. Donc, j'ai mené mon combat pour ne pas que le président Laurent Gbagbo soit condamné. Mais j'ai vu des plaisantins qui étaient assis chez eux. Voilà. Et ils pensent que la lutte, là, ça s'est résumé. Ah, viens, on va marcher et puis c'est fini. Non. Il y a des vidéos, vous voyez sur YouTube, je ne sais même pas qui les a mis là-bas, où j'étais allé confondre des ambassadeurs, où je suis rentré dans les milieux, et c'est une réalité, à l'époque, les gens me connaissaient pour ça. J'ai un ami ici qui s'appelle Yassé. Je l'ai même fait venir de Paris. Et nous étions allés à l'Union européenne. À l'époque, c'est rare de trouver des Gbagbo qui peuvent mettre pied à l'Union européenne. Et je suis rentré à l'Union européenne. Et nous étions reçus par des hommes de l'Union européenne. Nous étions allés rencontrer un homme d'un parti politique. Il nous a envoyé encore rencontrer des présidents des autres partis politiques. Yassé là, il est là, il est avec moi. Donc moi, je n'ai pas joué avec la lutte des présidents Laurent Gbagbo. C'est vous les petits plaisantins là qui parlent. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Voilà. Et puis, je ne suis pas ici pour venir exposer ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux. J'ai été agressé 3 fois. La première fois, là, j'étais avec le même Yassé à Paris. C'est devant sa porte même. Je n'ai jamais mis ça sur Facebook. Donc, bref, la lutte dans laquelle nous étions, moi, j'ai été franc et j'ai été honnête. Tous ceux qui parlent de moi dans l'inbox, tous ceux qui me tropillent, tous ceux qui me dénigrent, et il est comme ça, ah, il est comme ça, Moi, j'ai toujours dit, celui qui a le couille, il n'a qu'à parler de ça publiquement. C'est faux. Wallah, il n'y a pas un seul parmi eux qui peut parler de Kassoum Ouattara publiquement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont voulu me mettre dans un système, ils n'arrivent pas. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui me maîtrise comme ça. Je suis quelqu'un de conviction. Si vos idées, votre combat, c'est pour le peuple, je suis partant. Mais si c'est pour amener quelqu'un au pouvoir pour qu'on dise, le chef va devenir président, moi j'ai un poste. Moi je n'ai pas besoin de ça. Si c'est ça, il y a longtemps j'ai eu des postes. Et il y a longtemps j'étais derrière Ouattara. Oui, moi je n'ai pas besoin de ça. Venez me suivre, je vais te donner un poste, je n'ai pas besoin de ça. Et je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Je suis quelqu'un de très... Ceux qui me connaissent vrai, je suis quelqu'un de très éduqué, très poli. Mais en politique, ne fais pas le faux pas en pensant que je vais tolérer ça.
Parce qu'il s'agit de l'avenir des peuples. Il s'agit de la vie d'une nation. Ça ne se joue pas. On ne joue pas avec ça. Alors, sachant qu'il ne peut pas me maîtriser, sachant qu'il ne peut pas me manipuler, jouer le rôle qu'ils veulent, alors, ils ont commencé. Si tu viens sur mon poste pour faire des commentaires une fois, deux fois, trois fois, il y a quelqu'un qui va prendre contact avec toi. Et il va me tromper. Même, ils sont allés au plus loin pour dire que j'ai escroqué une femme. Ils sont allés au plus loin pour dire que j'ai tué. En Côte d'Ivoire, j'étais policier, je fui pour venir ici. Ils sont allés au plus loin pour dire que je vivais à Paris chez une fille, je suis sans papier et je dors dans son salon. Il y a trop de choses. Il y a une fille en Allemagne, elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vu. Elle ne me connaît pas. Elle était dans une box. Dans une box. Kasuma Sida. Je vous dis des choses réelles. Il y a trop de choses qui ont été dites sur moi. Je n'ai jamais répondu. Aucun d'entre eux ne peut me regarder en face pour me le dire. Parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Ils veulent tout simplement me salir. Mais les gars, il s'agit de mon pays. Je ne céderai jamais ça. J'ai refusé cette proposition avec Stéphane Kipri. Et je vous le dis. Le président Laurent Gbagbo a dit, quand tu es un homme d'affaires, il faut être homme d'affaires. Quand tu fais la politique, il faut être politicien. Il ne faut pas associer les deux. Et que les deux ne marchent pas. Il a dit ou pas? D'accord. Si Gbagbo l'a dit, ça veut dire que Gbagbo n'est pas politicien. Gbagbo n'est pas l'homme d'affaires. Mais comment se fait-il que on se retrouve en République démocratique du Congo où Gbagbo devient un homme d'affaires et il a créé une société de poteaux électriques. C'est-à-dire que Gbagbo vend des poteaux électriques. Et il a fait surfacturation de ces poteaux électriques. Un poteau électrique à 5 000 $. Et le Congolais qui aimait Gbagbo qui était en prison, du coup, il y a des débats dans les télévisions congolaises. Gbagbo c'est un voleur, Gbagbo c'est un voleur, Gbagbo c'est un escroc. Gbagbo il est venu, il a eu à voler. Depuis quand Gbagbo fait des affaires? Mais qui a envoyé Gbagbo en République démocratique du Congo? Quelles sont les personnes qui ont créé cette société? C'est Stéphane Kipri et Nadi Bamba. C'est Stéphane avec Nadi Bamba. Il faut qu'on nous dise la vérité. Quand on parle, il y a des gens qui pensent qu'on n'aime pas. Mais vous êtes confrontés maintenant à la réalité. Le président Laurent Gbagbo ne fait pas des affaires. Et je ne vois pas comment le président Laurent Gbagbo va aller créer une société au Congo. Depuis qu'il fait ce genre des affaires. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce que le président Laurent Gbagbo est un homme influent, connu à travers le monde entier. Donc, prendre Gbagbo, le mettre dans le système et utiliser son nom pour faire des business, ça marche. C'est ça les projets. On vous a interpellé, vous ne nous avez pas connu. Écoutez, lorsque Stéphane Kipri est venu en France, j'étais avec Abenaki. J'ai dit cela. Ils sont venus récupérer le combat. Ils ne sont pas venus ici pour nous aider à gagner le combat. On dit à toi, il faut arrêter pour toi là. Mais ceci s'est passé. Parce qu'ils sont divisés, ils nous sont divisés. Dès le début, c'était Abenaki avec Willy Bla. Après, c'était Willy Bla lui-même avec eux. Donc, ils ont récupéré des gens dans leur combat pour parler de Stéphane Kipri. Je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un ici. Parce que je suis fâché contre cette personne. Et il le sait. Et ces hommes continuent aussi de gâter mon nom. Mais attention, ne me fais pas parler. Voilà. J'ai vu des problèmes avec la première fois avec les hommes de Stéphane Kipri à côté de lui. Il ne fallait pas mettre son t-shirt. Il ne fallait pas mettre son bandeau. Il ne fallait pas qu'il y ait des flyers à son nom. Il ne faut pas parler le nom de cet homme-là. Je vais dire son nom en même temps, c'est Charles Blé Goudé. Il ne faut pas mettre la photo de Charles Blé Goudé. Il ne faut pas mettre bandeau de Charles Blé Goudé. Il ne faut pas parler de Charles Blé Goudé. Il ne faut rien dire de Charles Blé Goudé. Et pourquoi? Parce que eux, il faut prendre la photo de Stéphane Kipri pour coller. Il faut prendre le rideau de Stéphane Kipri, il faut coller dessus. Il faut parler de Stéphane Kipri. Je suis allé dire, jamais nous allons accepter parce que Stéphane Kipri n'est pas en prison. Plusieurs fois, je fais aller au coup de poing à ces hommes. Et à l'époque, là, j'étais le seul qui était capable de défendre Charles Blé Goudé publiquement devant ces gens-là dans la vache. Je l'ai dit. Ceux qui étaient derrière moi, c'était des filles. Des filles. Il y a une même qui ne voit plus, qui s'appelle Miss Gbagbo. Et il y a plupart des filles aujourd'hui, moi je vois dans les congés. Ils étaient contre moi.
Et ils étaient contre le COJEP. C'est la vérité ce que je vous dis. Moi, je ne connaissais pas Charles de Gaulle. Ce sont mes actions combattre ces gens-là. Où je faillis aller, même j'ai dit coup de poing à un certain. Zap Carasso là. Combien de fois il a pleuré dans mes bras ici, quand on faisait les manifestations. Et c'est comme ça, certains doivent soit le dire à Charles Goudé, il y a quelqu'un là-bas qui te défend. Voici comment moi j'ai rencontré Charles Goudé. Sinon moi je ne le connaissais pas. J'étais d'homme dans ce combat qui veut la vérité. J'ai dit Stéphane qui n'a pas en prison. Si c'est pour payer le cas, il ne faut pas qu'il va payer les cas. Moi j'ai organisé des cas qui étaient à Bruxelles pour partir. J'ai organisé une cas qui était en Allemagne pour partir. Mais c'est pas Stéphane qui peut taper les transports de ces gens-là. Donc nous n'attendons pas la gente de Stéphane qui prépare la manifestation. S'il veut nous aider, parce que Babo Sombo, qu'il le fasse. Mais qu'il ne fasse pas de chantage. Pour nous dire qu'il faut mettre sa photo, qu'il ne faut pas mettre sa photo. Et Stéphane Kipro n'a pas besoin de sa photo ici. Ce sont des opportunistes. Ils n'ont pas venu dans ce combat pour que Babo sorte, pour aller au pouvoir. Mais ils ne signifient rien en politique. Ils ont vu la situation, ils ont profité. Et dans ça, pour se faire des hommes politiques. Effectivement, Stéphane Kipro, si je parle de lui aujourd'hui, c'est à cause de ça. Sinon, moi, j'allais parler de lui comment? Quand il était MFA, qu'est-ce que j'ai à foutre de lui? Jamais. J'allais parler de Stéphane Kipro. Mais si je parle de lui aujourd'hui, effectivement, c'est parce qu'il avait ce problème-là. Ils sont allés au plus loin pour convaincre Aboudraman Sangaré que ce sont eux qui convainquent tout, ce sont eux qui organisent toutes les manifestations, ce sont eux qui font tout ici. Et Aboudraman Sangaré les a félicités. Maintenant, vous voici. Babo dit n'allez pas aux élections, vous partez. Pourquoi? Ah, donc, vous avez désobéi, Babo. Hein? Vous êtes au PPACI. Vous êtes de PPACI. Il n'y a même pas un mois. Vous parlez d'idéologie. L'idéologie. Donc, Babo est un idéologue, des visionnaires. Et il a vu, il regarde, il voit, et vous ne le faites pas, et vous faites. Qui êtes-vous? Des véritables traîtres. Des menteurs. Des manipulateurs. Et je vais dire à la Côte d'Ivoire, nous sommes à une période d'une politique. Il ne s'agit pas, franchement, de dire je choisis telle personne. Il s'agit de dire la Côte d'Ivoire de demain. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne s'agit pas de dire qu'il est de même ethnie que moi. Il ne s'agit pas de dire qu'il vient des mêmes régions que moi. Ne les prends pas. Il y a un mois de cela. Croyez-moi sur parole, la Côte d'Ivoire allait sortir de l'enfer. Pourquoi? Parce que si nous avons soutenu tous Simon Babo, on n'allait pas être là. J'ai dit, on n'allait pas être là. Il suffit que Babo donne l'ordre, c'est tout. Ceux-là, ils ont manipulé les messieurs-là. Ceux, depuis fort longtemps, ils ont mis les messieurs dans une situation pour que ils ne contribuent pas. Donc la souffrance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, là, c'est Babo et ceux-là. Il faut le dire. Oui, parce que moi, j'ai mon âge, hein. Je ne vais pas vous dire ça, vous a dit, donc tu es vieux. Oui, si je dis que mon troisième petit frère fait des outils avec les chaloupes, c'est que je suis vieux. Mais je vais dire, moi je ne vois pas une fille de 30 ans, 40, une fille de 30 ans ou 35 ans qui veut dire qu'elle est amoureuse de moi. Pour faire quoi? Toi et moi, on va te dire quoi? On n'a pas sur le même terrain. On ne marche pas. Non, non. Il faut être logique. À mon âge là, tu es à 35 ans, tu te dis, je suis très amoureux de Kazim Ouattara. Pour aller où? Pour faire quoi? Moi, je n'ai pas de ciment, je n'ai pas de toit, je n'ai pas de briques, toi, tu n'as pas de portable. C'est dans ces 2 jours-là même que je lis portable. Parce qu'on m'a offert ça, un cadeau. Mon portable là, c'était cassé, attaché. Ça est où même? Quelqu'un, mon enfant, ma fille m'a offert un téléphone de 2300 €. Je ne sais même pas comment il faut l'utiliser. Tu es dans un épargne, je ne sais pas comment ça marche. Sinon, mon téléphone là, les chiffres, tu ne vois pas. Il n'y a pas clavier, comment vous appelez ça même? Clavier chose. Ah? Dictionnaire, il n'y en a pas. Moi, j'ai écrit dans une autre langue sur Google, et puis j'ai fait traduction en France. Et en français, quand j'ai fait coller ça, vous êtes là, ah, il a écrit, il n'a pas mis Itrema. Vous m'insultez, moi, il m'en fout. Mes enfants, ils ont vu ça de nos vieux, c'est trop grave. Ils m'ont donné un téléphone. Sinon, moi, je n'ai rien à foutre.
Cela veut dire quoi? L'âge change les cerveaux. L'âge change la pensée. L'âge. Tout ce qu'il dit, vous n'allez pas comprendre. Sauf que quand vous allez atteindre un certain âge. Et moi, une fille de 30 ans dit qu'elle est amoureuse de moi. Baba à son âge là. C'est maintenant, Dadi Bamba amoureuse. Vous là, vous êtes fous. Même si ce sont des choses qu'on ne peut pas dire. Vous croyez à ça? Franchement. Mais on ne joue pas avec un pays en fait. On ne joue pas avec un pays. Nous sommes dans une politique aujourd'hui, les gens, il s'agit de leurs intérêts. Mais nous qui sommes des Ivoiriens, nous qui voulons le bien de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on se dissocie de ça. Vous, nos petits frères qui font des vidéos là, nous on a fait mieux que vous. Hein. Ah oui, tout ce que vous dites là, on a déjà dit ça. Oui, mais on sait ceux qui vous téléphonent, ceux qui vous encouragent dans ça là, on les connaît. Ils ont fait la même chose que nous. Ils ont fait la même chose avec nous. Ce sont des opportunistes. Ce sont des opportunistes. Si toute l'opposition était soudée derrière Simone, les gars, la situation n'allait pas être comme ça. Mais vous savez pourquoi Ouattara a choisi Simone? Pas parce qu'il est amoureux de Simone, pas parce qu'il l'aime, nous parce que Simone fait le travail pour lui. Mais parce qu'il savait que s'il choisissait Simone, Gbagbo va dire non. Parce que c'est un problème, pas la pensée de politique de Gbagbo. C'est une question de deux femmes dans une question de rivalité. Et ce qui fait que vous allez apprendre, Gbagbo a posé plainte contre Rachel Crasso à Paris. C'est qui est Rachel Crasso? Gbagbo va poser plainte contre elle. Pourquoi? À cause de quoi? Elle va dire quoi qui va infecter Gbagbo? Vous croyez que Gbagbo va laisser Ouattara? Il va laisser la France. Il va laisser tous ceux qui l'ont traqué, tous ceux qui l'ont fait le mal. C'est Rachel Crasso, il va les poser plainte. Non, c'est pas Gbagbo qui a posé plainte contre Rachel Crasso. Vous savez qui le fait au nom de Gbagbo. Vous êtes incapable de parler. Vous n'êtes pas capable. C'est malheureux. Donc moi j'ai refusé de contribuer à la politique de Stéphane Kipré. Vous comprenez? Voilà. Je ne suis pas là pour chercher l'argent, je n'ai rien. Ici, là, je suis chez moi. Je ne suis pas riche, hein. Je dors. Moi, j'ai ma faim. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'aller me mettre dans une situation où il y aura mon peuple qui va souffrir pour que moi je puisse manger. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas égoïste. Donc, ce sont des opportunistes. J'insiste, ce sont des opportunistes. Méfiez-vous de lui. Lui-même, 2 mois avant qu'il parte en Côte d'Ivoire, il a fait une conférence ici. Il dit qu'il n'est pas panafricain. Il a dit ça. Et on arrive en Côte d'Ivoire. Il dissout son parti. Le jour au lendemain, il devient panafricain. C'est paradoxal. Maintenant là, vous avez Gbagbo, Ouattara a tiré sur Gbagbo. Vous l'avez achevé dans son nuque. Vous qui avez soutenu ça. Et je vais dire ici, c'est ma conclusion. Autour de Gbagbo, il n'y a que la France-Afrique. La dernière fois, j'avais parlé de ça un peu. Lorsque Gbagbo a été arrêté, la France et les institutions internationales, les gens nous ont fait comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que Gbagbo n'est pas coupable, mais il fallait l'éloigner de la politique ivoirienne. C'était ça, le projet. Mais lorsque le président Laurent Gbagbo est libéré, ce n'est pas parce que les gens voulaient le libérer, mais on ne peut pas le laisser éternellement en prison. Donc, il y a eu la pression de la rue. Si au-delà de ça, il y a eu des choses qui se sont passées entre eux, s'il y a eu des accords qui ont été signés avec certaines institutions, ce n'est pas à moi de venir parler de ça, parce que lorsque le président Laurent Gbagbo était en prison, ils ont été humiliés dans la prison. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout ce qu'on disait, tout ce qui se disait, c'était des bêtises. Et nous avons constaté que c'est public. C'est-à-dire que c'est en direct. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les libère et puis on leur dit, ce qui s'est passé ici là, n'allez pas parler de ça. Comment moi, on m'a humilié, on m'a sali, on m'a tassé tout la saleté et puis on trouve que je suis innocent, puis on me dit, quand où tu vas là, il ne faut pas dire ce qui s'est passé. Pourquoi? La CPI se reproche quoi? C'est pour cela que j'ai dit que la libération du président de Gbagbo, il y a beaucoup de choses en dessous. Et s'il y a beaucoup de choses en dessous, Stéphane Kipré et Nadi Boma ne sont pas loin. Parce que quand Gbagbo est libéré, moi je n'arrive pas à comprendre qu'avant que Gbagbo soit libéré, il y a quelqu'un qui a dit ici, ce n'est pas à moi de le dire. La personne a dit, quand Gbagbo sera libéré, Charles Blé Goudé verra que Gbagbo à la télé. La personne qui a dit là, aujourd'hui Gbagbo Laurent est au dehors, et Charles Blé Goudé voit Gbagbo à la télé. Qui l'a dit?
Donc, cherchez à comprendre. Qui a dit, va dire à ton chef là. Il vient de choisir son camp. Et il vient de me déclarer la guerre. Qui comprend une seule chose, nous allons jusqu'au bout. Plus jamais, il verra Gbagbo de ses propres yeux. Qui a dit ça? Et qui a donné qui a fait cette commission? Il a fait la commission à qui? Donc si aujourd'hui, Gbagbo et Charles Blé ne s'attendent pas, mais vous étiez déjà avertis? Qui a demandé à ce que l'avocat de Simon Gbagbo, là, il est là, non, il n'a qu'à parler aussi de temps en temps. Hein. Il y a eu ici, où Gbagbo Laurent, dans la prison, devrait divorcer. Non. Divorcer dans la prison et marier quelqu'un dedans comme il dit l'heure. Vous savez ça? Vous savez ça? Pourquoi c'est si pressé, les divorces? Et pourquoi il faut qu'il se marie dans la prison André Volet? Pourquoi? Et pourquoi quand il sort, on nous dit, il va à Bruxelles? C'est pas Nadi Bamba qui a envoyé Gbagbo à la haie. C'est l'ONU. C'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est la CPI elle-même. Mais pourquoi quand il est libéré, on dit qu'il va chez sa deuxième femme? Depuis quand le code pénal ivoirien connaît la polygamie? On ne connaît pas ça chez nous. La loi ne connaît pas la polygamie. Et pourquoi on parle de deuxième femme? Son nom de quoi? Excusez-moi. Bonjour. Oui. C'est vous qui amenez? Mon fils. Et vous, c'est comment? O-U-A-T-A-D-A-R. Et c'est Akedji aussi? Oui. Akedji? Non. Le prénom, alors c'est quoi vous? K-A-S-S-O-U-N. Merci. Bonne journée, Merci, monsieur. merci beaucoup. Au revoir. Bon. Excusez-moi de vous... Alors, on va pas s'exciter, on va parler entre nous. Alors, le code pénal ivoirien ne connaît pas la polygamie. Et pourquoi on nous dit que Gbagbo va ses deuxième femme? C'est elle qui l'a envoyé à la CPI. Elle n'a pas su le tutelle, parce que c'est le droit, c'est la justice. La justice déplace quelqu'un dans une prison. Et le jugé et constate qu'il est innocent. Donc Gbagbo était sous la protection de la justice. C'est la justice qui devrait le protéger, ou l'ONU au moins. Et comment ça fait qu'il s'en va chez sa deuxième femme? Comme rien n'était pour ça, on vient, on te met en prison, on te sort pas chez toi. Oh, tu n'as pas chez toi, tu n'as pas sur ton territoire. Il n'avait pas visa, il n'avait pas de document qui lui permet d'être en Europe. Gbagbo n'avait rien. Comme un document. Donc c'était un sans-papier. Il doit l'amener chez lui, où il doit avoir une protection pour lui. Pourquoi on dit qu'il s'en va chez sa deuxième femme? Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est pas droit. Mais on dit non, il est parti chez sa deuxième femme. Je commence à dire ça, c'est ça mauvais. Et nous allons voir tout de suite un débat sur France 24. France 24, on nous dit, ah non, 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 Gbagbo et sa deuxième femme. Au lieu de parler de la politique de Gbagbo, ou parler de ce qui s'est passé en prison, on parle des débats sur des chaînes de télévision, deuxième femme. Je dis ça là, ça sent mauvais. Et c'est ce qui s'est passé. Ah, du coup, il n'y a personne qui peut recevoir Charles Blé Goudé. On ne sait pas où le mettre. Et par finir là, la CPI même a loué maison pour que Charles Blé Goudé habite. Mais pourquoi ils n'ont pas cette possibilité de louer maison pour Gbagbo Laurent? Pour que la libération soit totale, pour qu'on lui dise va chez ta femme. Il fallait qu'il aille d'abord chez sa femme. Il y a eu trop de choses qui se sont passées à la CPI qui n'est pas de droit. Et c'était politique, comme on le disait. Mais si c'est politique, c'est qu'il y a beaucoup de choses en dessous. Alors, donc, le président Laurent Gbagbo, qui était quelqu'un transféré à la CPI par des pays comme la Côte d'Ivoire, l'ONU et la CPI, c'est tout chez une femme comme c'est elle qui l'a envoyé là-bas. C'est pas normal. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il était chez Nadi Bamba? Personne ne peut voir Gbagbo. Personne ne peut le toucher. Personne ne peut... Même avant que Gbagbo parte, nous-mêmes là, les grands frères titulaires là, il est là. On a voulu faire des cotisations. On a fait des réunions ici
pour qu'on trouve des moyens pour que Gbagbo dise merci à tous ceux qui ont manifesté pour lui. Allez-y demander, vos gars de PPACI là, qui leur a dit il ne veut pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je veux dire, des grands hommes, pour les faire chuter, on sait comment parfois. On sait. Donc le président Laurent Gbagbo, sa situation actuelle, nous sortons, c'est honteux en fait. Pour moi, ça dépend de la conscience de chacun. C'est honteux. Parce que ça ne devrait pas passer comme ça. On voit madame qui confisque le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas voir il parle à personne, il voit personne. Et il est là-bas, c'est un jour où on le voit une photo qui balance comme ça avec le barbe. Et monsieur fait pitié, tantôt on le voit, non, il ne fait pas pitié. Ça dit qu'on a manipulé les gens avec les images. Il était avec qui quand ces images sortaient? Et puis il y a la barbe qui n'a pas coiffé, qui fait pitié. Et tantôt il est dans une manteau, il est malade, il a froid. Et puis tout le monde est choqué. Oh papa, oh papa. Et puis tantôt on sort, on devient guerrier. Qui a fait ça? Il était avec qui? Je vais vous dire quelque chose. On appelle ça la France-Afrique. La France-Afrique. La France-Afrique, c'est quoi? La France-Afrique, quand vous voyez Robert Bourgi aujourd'hui qui bavarde, je vois des gens qui sautent sur les livres et les dits de Robert Bourgi. Robert Bourgi, là, ils l'ont enlevé dedans. Il n'a plus d'intérêt, il n'y a plus rien. Et du coup, il a commencé à dénoncer le système. Vous comprenez ça? Vous sautez, il a parlé de Gbagbo. C'est pas lui, Sarkozy a dit, je vais le vitrifier là. Mais il avait dit quoi à l'époque? Qu'est-ce qu'il a dit à Sarkozy? Et quand Gbagbo était en prison, il était où? Quelle est la lutte qu'il a menée? Pourquoi c'est maintenant il sort un livre? Comprenez quelque chose. Moi, je ne défends pas ce qui rentre dans le ventre des gens. Je n'ai pas besoin de lui. C'est un fils, un acteur clé de la France-Afrique qui a semé le désordre et qui a permis à l'armée française de tirer sur notre peuple. Moi, je n'écoute pas cela. Vous comprenez? C'est pas parce qu'aujourd'hui, il ne veut plus lui donner à manger, Ouattara ne lui donne rien, il va parler de Ouattara, il y en a à foutre. On l'a enlevé dans le système. Ce système dans lequel il était, dans le milieu, entre des rencontres de présidents autres, il n'est plus là-bas. On a enlevé dedans, ce système-là. Et comment il s'appelle les petits? Macron a créé autre chose. Donc, ce système n'a plus de pouvoir. Ils sont perdants. Alors, chacun sort, il dénonce. Et ceux qui n'auraient compris, ils sautent derrière. Nous, on ne saute pas. Maintenant, quand on constate tout ça, et voyant que c'est la France-Afrique, parce que la France-Afrique, il s'agit de survie d'un peuple et d'une nation. Ce sont de bonnes guerres. Quand les gens disent, ah, la France-Afrique, la France, oui. Mais il n'y a rien en France. Vous vivez là-bas. Moi, je ne vis pas là-bas. Il n'y a pas, même l'eau, de l'eau pour boire, c'est salé. Il faut traiter ça. Ce n'est pas l'Afrique. On est d'accord? Il n'y a pas cacao, il n'y a pas café, il n'y a pas gnam, il n'y a pas banane, il n'y a rien. Même tomate, ça pousse qu'en été. C'est fini. Il n'y a pas à manger là-bas, il n'y a rien dans le sous-sol. J'ai creusé. Aucune pierre ne brille dans le sous-sol. C'est comme Dieu a choisi. Il n'y a rien. Donc, il vit sur notre dos. Et c'est pour cela qu'ils ont renversé tout le rôle. On les aide. L'aide. Ce n'est pas l'aide. Et en même temps, on dit, oui, il dépend de nous. Nous, on ne dépend pas de personne. Ce sont eux qui dépendent de nous. Et nous, les panafricains, nous le disons et nous insistons, nous persistons. S'ils veulent, coupons les liens. Et on vous donne 6 mois, on va voir qui va crever. Ce n'est pas nous. Ils savent. Ibrahim Traoré, on lui a dit 1 mois, il ne peut pas payer ses fonctionnaires. Il les paye jusqu'à aujourd'hui. On dit qu'il ne tiendra pas. Votre président Ouattara, là, lui, il a dit. Mais je vais vous dire, depuis l'existence de Burkina, ils n'ont jamais fait ce chiffre d'affaires sur l'économie, comme depuis qu'Ibrahim est là. Ils n'ont jamais, aujourd'hui, vous voyez, bientôt ils vont vous vendre les farines pour faire les pains. Ils ont tout changé, ils ont tout évolué et ils vont de l'avant. Un général américain dit, et je cite,
Ils sont toujours prêts et ils sont 24. Ils sont sur pied. Et 24 sur 24. Prêts à se battre. Et on ne peut pas les attaquer comme ça. Un général américain, il dit on ne peut pas les attaquer comme ça. Mais vous avez dit que j'ai vu un petit soldat de Ouattara qui disait si t'as Ibrahim Traoré, t'as fait qui? Ouattara ne te compte pas. Ouattara fait des plaisantins. Et il y en a même qui dit qu'ils vont déclencher la guerre contre le Burkina. Vous avez 24 ans, ils vont vous descendre comme ça va permis. Il n'y a pas quelqu'un dans la sous-région qui peut les attaquer. C'est faux. C'est faux. La Côte d'Ivoire est bien surveillée, c'est vrai. Ils ont des institutions internationales et certains mercenaires et certaines structures militaires, surveillance, qui couvrent la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais eux, ils sont eux. Ils se forment. Et tout ce qu'ils vont, c'est pour eux. Et ne pensez pas que ceux qui sont derrière les Russes, là, c'est des moutons. Ouattara ne peut rien faire. Maintenant, même, ils n'ont pas de respect. Vous n'avez pas attendu dans ces 2 jours-là, Mali va tomber demain. Mali va envahir demain. Ah, Mali, Bamako, les djihadistes sont là-bas. Ils deviennent ridicules, ces gens-là. C'est pour vous dire que nous avons perdu ce combat. Parce que vers la fin du combat, les émotions ont pris le dessus. Le divorce de Gbagbo et sa femme, c'est pas clair, c'est politique. Et je ne suis pas d'accord. C'est pas moi de lui de marier, c'est pas ce que je veux. Mais il peut se divorcer. Mais pourquoi ne pas faire la politique ensemble? Je ne suis pas d'accord. Le comportement de Gbagbo a chassé tous ses anciens camarades autour de lui. Ceux qui sont capables de lui dire non. Je ne suis pas d'accord. Quels sont ceux qui ont fait le travail? Et c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Si Kassoum est acheté, il s'appelle Ouattara, donc Ouattara l'a acheté. Il n'y a pas de problème. Et tous ceux qui sont derrière Gbagbo là, qui a lutté de son enfance jusqu'à aujourd'hui, eux aussi, ils sont des traîtres. Mais arrêtez quand même d'être ridicules. Ceux-là, ce sont les opportunistes. Le moment est venu où nous autres, les enfants, les fils et les filles de ces pays, le combat de Gbagbo ne tombera pas. Hein. Ceux qui pensent à ça, ils se trompent. Nous allons nous tous se retrouver. Vous savez comment nous allons nous retrouver? Nous allons nous retrouver parce que tous ceux qui sont des brebis galées vont partir. Parce qu'ils ne sont pas venus pour la Côte d'Ivoire. Ils sont venus pour des moyens. Ils sont venus pour de l'argent. Ils sont venus pour des profits. Mais sachant que le profit ne viendra pas, ils seront obligés de partir. Vous comprenez? Ils seront obligés de partir. Et nous allons nous retrouver. Et là, la lutte va se mêler. La lutte panafricanisme pour la dignité de notre peuple. Aujourd'hui, là, vous ne voyez pas ce qui se passe. Les Libanais veulent être des candidats. Des Libanais veulent être des candidats. Moi, je veux dire à ces Libanais-là, un jour, je ferai une vidéo sur vous. Je vais vous dire, et profiter même de ça pour répondre à Saleh Tiemoko. À Saleh Tiemoko, les nouveaux politiciens de la Côte d'Ivoire. J'attends des gens dire à Saleh Tiemoko. Vous savez que c'est un homme des Américains? À Saleh Tiemoko, taguez-le, dis-le, appelez la partie là, amenez-le. C'est les Américains qui l'ont envoyé là, vous savez ça? Vous savez qu'il fait partie de ceux qu'on appelle les élites. Des dirigeants africains demain pour les Américains. Vous savez ça? Vous êtes là, vous sautez derrière les gens, vous ne savez même pas c'est quoi leur rôle. Lui là, il n'est pas là pour vous défendre. Ouattara ne peut rien lui faire. Il y a quelque chose derrière lui qui est puissant. Mais dis à Saleh Tiemoko, la question qu'on lui a posée concernant les Libanais, elle n'est pas juridique. Ce n'est pas une question juridique, elle est politique. On n'a pas, parce que les Libanais ne sont pas en face de la CEI, où la CEI refuse d'accepter les candidatures. Les Libanais ne sont pas à la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle refuse de valider les candidatures. Quand nous arrivons là, nous sommes dans les droits et nous sommes dans la justice. Alors, on peut partir sur des lois qui couvrent des personnes qui sont régularisées et de telle manière, ou quelle est la manière dans laquelle ils doivent se mettre pour être candidats. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans une politique. C'est-à-dire que le peuple s'est levé lui-même, sans leader devant, qui dit les Libanais maltraitent notre peuple en Afrique, et pardon chez eux. Le peuple s'est levé pour dire les Libanais ont des écoles, ils refusent de s'intégrer et ils refusent de se mêler avec nous. Ils disent les Libanais refusent que nous soyons avec eux. Ils disent que les Libanais, ils ont leur école. Et c'est pas normal. Ils disent les Libanais, ils ont les hôpitaux. C'est pas normal. Ils disent que les Libanais refusent de se mêler avec nous.
vont au plus loin pour dire, ils maltraitent nos soeurs et ils les tuent. Et c'est vrai. Donc, ces Libanais-là, ils n'ont pas droit d'être en politique dans notre pays. Et pourquoi? Ils soulignent, ils tiennent l'économie de notre pays. Et on ne sait pas par quelle manière. Et nous constatons la main de la mafia. Donc, ils se disent, si ils tiennent l'économie de notre pays, et que demain, ils tiennent qu'on appelle et qu'ils tiennent la politique, on est mort. Parce que ce sont des immigrés. Oui, quoi qu'on dise, ils ont fait des 100 ans là. C'est pas ça le problème. C'est pas en Côte d'Ivoire seulement, ils ont fait des 100 ans. C'est dans toute la sous-région. Et pourquoi c'est chez nous, il y a un débat? Donc, les gens estiment qu'ils n'ont pas droit de jouer le rôle politique. S'ils tiennent l'économie et qu'ils tiennent le rôle politique, l'Ivoirien va disparaître. Voilà le message amène le peuple. Qu'est-ce que tu dis à Salé? Il ne faut pas dire le droit, dire les débats. Non, nous ne sommes pas la série, nous ne sommes pas là. On ne parle pas de droit, on parle de politique et la pensée du peuple. Toi, tu veux prendre les lois pour freiner, le peuple ne va pas réfléchir. Mais si c'est les mêmes lois-là, on peut les détailler, on peut aller atteindre ou toucher ce qu'on appelle le droit de l'homme. Quand vous quittez en Côte d'Ivoire ou n'importe où pour aller au Liban, est-ce que votre femme n'a pas besoin d'aller à l'école, pardon, à l'hôpital pour accoucher? Même ici en Europe, les femmes ou n'importe qui est malade, il va à l'hôpital, il se soigne. Mais pourquoi au Liban, on refuse qu'ils vont à l'hôpital? Pourquoi au Liban, on refuse de les payer le salaire et elles n'ont pas le droit d'aller poser plainte? Il n'y a pas de droit de l'homme qui existe pour les immigrés là-bas. Donc, c'est ce que les gens disent. Alors, toi, tu ne peux pas prendre les lois pour défendre des causes en Côte d'Ivoire et pourtant chez eux, eux, ils refusent d'appliquer les lois. C'est politique, mon frère. Vous savez pourquoi il a répondu comme ça? Vous savez pourquoi il a répondu comme ça? Tous vos hommes politiques en Côte d'Ivoire, il y a des Libanais derrière. Tous vos hommes politiques, il y a des Libanais derrière. Chaque homme politique, il y a un Libanais derrière. Je veux un. Tu vas venir me dire ici, voilà, notre patron là, il y a pas Libanais derrière. La seule personne qui n'est pas protégée par les Libanais s'appelle Simon Gbagbo. C'est la vérité. Le président Laurent Gbagbo lui me dit que sa maison à maman, ce sont les Libanais qui ont financé ça. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même. Vous comprenez? Vos hommes politiques là, les Libanais sont derrière. Ils les achètent tous. Donc, personne ne peut parler. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Il faut une autre jeunesse, avec une autre pensée, une autre manière de voir les choses pour combattre ça. Je ne suis pas contre les Libanais. Mais je dis, si vous tenez l'économie de notre pays, je ne vous permets pas de tenir la politique. Parce que si vous le faites, nous n'existerons plus. C'est humain. C'est humain et c'est logique. Ici, en Europe, nous avons tous des droits. Mais lorsque les Noirs vont vouloir prendre le dessus, ils ne vont pas l'accepter. Quand Marine Le Pen parle, il parle de nous. Quand Zemmour parle, il parle de nous. On lui tend le micro, on le protège. Parce que ce qu'ils disent là, il y a une vérité quelque part. Vous comprenez? Donc, laissez-nous exister. S'il y a des petits Libanais dans notre pays et que ce qu'ils occupent, ça ne leur suffit pas, ils veulent se mêler dans notre politique, je pense que nous allons réfléchir autrement et nous allons l'assumer. Il est temps de se faire aimer ou de se faire haïr. On ne peut pas permettre quelqu'un qui massacre l'homme noir chez lui et qui tient l'économie de mon pays, ça ne te suffit pas. Hein? Tu veux être mon chef, tu es fou. On a vu ça en Mauritanie. C'était des noirs, des peuls. Aujourd'hui, là, ils n'ont pas droit à la parole. On a vu ça en Afrique du Nord. Toute l'Afrique du Nord, c'est des noirs. Il ne peut pas parler au Bénin, il ne peut pas aller au Togo, il ne peut pas aller au Ghana, il ne peut pas aller au Burkina. C'est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très mal positionnée et dangereuse pour l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut s'installer là. Moi, j'étais au Bénin. Quand j'étais au Bénin, j'ai vu un Libanais. Mon frère, tous les jours, mon frère. Moi, un jour, moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'appelles tout le temps ton frère? Il me montre son passeport. Il a un passeport ivoirien. Notre papier, là, c'est rien en Afrique. Tu as l'argent, tu l'as. Tu as l'argent, tu l'as. Celui qui n'a pas l'argent, c'est lui qui n'a pas. Tu es un Ivoirien qui va souffrir. Tu vas souffrir pour avoir tes papiers.
il faut payer. Mais quand tu es un étranger, tu donnes l'argent, tu as tout de suite. Hein. Ah ouais, tu as tout de suite. Et c'est comme ça que ça se passe. Des Libanais qui débarquent tous les jours. Le monsieur montre son passeport qu'il est un Ivoirien. Et vous savez pourquoi il était collé à moi? Parce que les Béninois les frappaient au port. Il y a un parc qu'on appelle parc Niger. Les Béninois les frappaient tout le temps. Ces Libanais là. Et quand ils parlent, vous savez ce qu'ils leur disent? Ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Quand tu vas au Burkina, on dit ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Quand on va au Niger, ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Quand on va au Togo, ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Il faut que vous vous posez la question, la Côte d'Ivoire, là, c'est comment? Et puis les autres disent, ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a des bêtises qui sont tolérées dans notre peuple. C'est le seul pays, en 2000, nous étions 11 000 habitants. En 2015, en 2025, nous sommes 30 millions d'habitants. C'est-à-dire de 11 millions d'habitants, nous sommes retrouvés à 30 millions d'habitants. Vous avez vu ça où? Et il y a des gens dans ces pays, ils sont politiciens et je dis intellect. C'est ça. L'intellect, c'est l'intelligence. Ça vient de l'intelligence. Et un leader qui défend son pays, il ne va pas accepter ça. Ça sont le sujet. On ne peut pas quitter de 11 millions d'habitants. Je ne suis pas xénophobe, hein. Je suis panafricain. Mais ce n'est pas normal. Quel est le pays dans le monde qui va accepter ça? On est souris. Ah non, il y a des gens qui n'avaient pas de papier, mais arrêtez de nous emmerder avec ça. Pourquoi? Parce qu'on régularise n'importe qui. Parce que le filière pour devenir ivoirien, n'importe qui peut le devenir, sauf l'ivoirien lui-même. Ça suffit. La vidéo est trop longue. Mais ce n'est pas grave, parce que moi je vomis ce qui est dans mon cœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Donc, les Stéphane qui prennent, j'ai abordé ce sujet. Ce sont eux-là, ceux-là. C'est la France-Afrique. Ils ne sont pas venus pour mener Gbagbo, pour envoyer Gbagbo pour... Mais s'ils sont venus pour envoyer Gbagbo au pouvoir, pourquoi il est arrivé à Côte d'Ivoire, il ne parle pas? Ils ne sont pas en action politique. Le mouton là, c'est nous, hein. Et le mouton là, ah, nous on a compris, nous a chassés. Donc personne ne veut faire l'action. C'est quand nous mènent les actions, ils viennent se mêler dedans après. Maintenant, il n'y a personne. On les a laissés eux-mêmes fait. On vous regarde. Ils n'ont rien fait. Rien. Des messieurs, c'est fini. Moi, dans la vidéo, il disait qu'il ne pourra pas aller jusqu'à 2038. On n'a même pas fini. Le gars dit que non, il veut quitter dedans. Il finit par quelle porte? Et c'est Nadi Baba maintenant qui sort. Et la politique, hein, mais qui présente Gbagbo dans les cérémonies. Ok. On a compris. Mais je pense qu'il est temps qu'on se concentre sur notre nation. Il faut qu'on le fasse. Nous sommes ce qu'on appelle la période de transition entre une période de transition générationnelle. Donc il y a des jeunes générations, notre génération, il y a beaucoup de jeunes politiciens qui vont tomber. Ils n'iront nulle part. Parce que cette jeunesse, elle va réfléchir autrement. Voilà. Et d'autres vont continuer. D'autres seront devant, mais après ils tomberont. C'est comme un train. On s'en va. Il y aura des gens qui vont évoluer avec le temps et il y aura des gens qui n'évolueront plus. Et il ne faudrait pas qu'on soit toujours dans la manipulation et le populisme. Il faut que le peuple sorte du populisme. Il faut que le peuple cherche ses intérêts. Il faut que le peuple réfléchisse pour comprendre qu'est-ce que nous devrons faire demain et qu'est-ce que nous ne devrons pas faire demain. Voici ce qui vous attend. Ce n'est pas des émotions dans lesquelles on doit être « Ah, voilà, non, ah, telle personne, ah, ça c'est moi. » On n'a pas besoin de ça. Ça va nulle part. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée plus de 40 000 milliards. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des multinationales qui travaillent, qui pillent le pays. Mais là, la jeunesse, elle est où? Elle est dans la mer. La jeunesse, elle est où? Elle est à Paris, dans la rue. La jeunesse, elle est partout. Parce que les gens fuient le pays. À quoi ça sert de dire que j'ai fait des ponts? Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas le pont qui construit un pays. Pour bâtir un pays, on ne commence pas par les infrastructures. Pour bâtir un pays, on commence par des éléments clés, c'est-à-dire les hommes. Il faut former les hommes. Et quand on finit de former les hommes, il faut les donner du travail. C'est pour cela qu'Ibrahim Traoré ne va pas aller chercher, vous le voyez, aller chercher des Chinois pour venir faire des routes au Burkina. Est-ce que vous l'attendez aller signer des contrats pour venir construire des temples? Non. Ils cherchent les cerveaux au Burkina. Et il faut leur donner du travail pour faire ce qu'ils sont, les raisons pour lesquelles ils sont formés. Nous avons des gens qui peuvent faire des routes. Il faut créer des entreprises pour ça. Nous avons des parents qui ont la capacité de comprendre l'agriculture. Il faut les aider. Il faut aider les gens sur place
Il ne faut pas envoyer une multinationale pour venir faire une route. Et puis, bon, ils vont venir faire le métro d'Abidjan, qui va coûter la peau des fesses des Ivoiriens. Après, ils vont partir. Quand le métro va tomber en panne, qui va les réparer? Qui? Ce tramway ne tient pas. Moi, je travaille ici. J'ai vu, au ministère du Transport public, j'ai vu, Ouattara a dit que lui va faire le transport public au même niveau que les transports au Luxembourg. Je ne sais pas si les gens n'ont pas pitié de notre peuple. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'il dit? Le Luxembourg, le train est gratuit, le métro est gratuit, le bus est gratuit. Et pour un petit garçon, dans un village caché, il faut envoyer un bus de 13 mètres pour aller le chercher. Climatiser. Toi, tu veux faire ça en Côte d'Ivoire? Vraiment, les gens n'ont pas pitié de notre peuple quand ils nous manquent, quoi, en fait. Ça nous revient à chacun de réfléchir. Allez, à la prochaine. Et bientôt, nous allons faire des vidéos sur TikTok. Merci.